Si vous avez grandi en France, il y avait peut-être une boîte orange au fond d'un placard. Un train Jouef. La motrice du TGV qu'on posait sur les rails de la table de la salle à manger, le dimanche, à côté de son père, le nom qu'on trouvait sous le sapin sans même y penser, de Lille à Perpignan. Depuis un atelier du Jura, Jouef avait appris à toute une génération ce qu'était un train. Plus de 1000 salariés, 5 usines, 2 millions d'exemplaires d'une seule locomotive, et jusqu'à la miniature du TGV, la fierté de la France moderne. L'entreprise avait survécu au virage du plastique, survécu aux jeux vidéo, survécu à 2 faillites. Et puis, après un demi-siècle de fabrication à Champagnole, les chaînes se sont arrêtées et les moules ont pris la route de l'étranger. Comment un nom qui avait sa place dans chaque chambre d'enfants de France a-t-il fini fabriqué à l'autre bout du monde ? Que s'est-il passé derrière ces murs du Jura ? Chapitre 1 : L'homme qui moulait le plastique. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, dans un petit atelier. En 1944, à Champagnole, dans le Jura, un homme du nom de Georges Huard installa une petite affaire de moulage. La guerre n'était pas encore finie. La France se préparait, sans le savoir encore, à ce qu'on appellerait plus tard la Reconstruction, puis les 30 Glorieuses. Et dans cette petite ville de moyenne montagne, cernée de forêts de sapins et de fermes à compter, un artisan du plastique s'apprêtait à faire quelque chose que personne n'attendait de lui. Car Georges Huard, avant de devenir le père du train miniature français, moulait des cuillères, des ustensiles de cuisine en plastique, des penny toys, ces petites voitures, ces bateaux, ces jouets minuscules qu'on vendait pour quelques sous. Le plastique était son métier avant d'être son empire. Il faut le comprendre, parce que toute la suite en dépend. Chez Huard, le plastique n'a jamais été une trahison. Il était là dès le premier jour. Il était l'ADN de la maison. Il faut aussi comprendre le lieu, car le lieu explique l'homme. Le Jura n'était pas un grand bassin sidérurgique. Ici, pas de hauts fourneaux, pas de ciel embrasé d'orange à chaque coulée, pas de terril à l'horizon. Ici, c'était le pays de la précision. Depuis des générations, la moyenne montagne jurassienne vivait de métiers fins. L'horlogerie, qui exigeait de monter des rouages plus petits qu'un ongle, la lunetterie, qui taillait le verre au dixième de millimètre, le tournage sur bois, la tabletterie, la pipe, la boîte à fromage. Un pays de longs hivers, où l'on restait à l'établi pendant que la neige tombait dehors, et où l'on avait appris, faute de grandes ressources, à ajouter de la valeur par le travail des mains. La plasturgie, quand elle arriva, s'inscrivit tout naturellement dans cette lignée. Elle demandait les mêmes qualités, la patience, l'œil, la main sûre. Huard était de cette tradition-là. Un homme du détail, du geste répété, de la pièce bien faite. L'entreprise qu'il fonda s'appelait d'abord le Jouet français, en abrégé JF. Dites ces 2 lettres à voix haute, à la française, JF, et vous entendez déjà le nom qui allait entrer dans chaque foyer de France. Jouef. Le nom m'acquitte ainsi, vers 1950, d'une contraction, d'une prononciation, d'une évidence. Ce n'était pas un nom inventé par un cabinet de communication. C'était un nom qui venait de la bouche des gens, de la façon dont on prononçait les initiales. Un nom du peuple pour un jouet du peuple. Mais avant Jouef, il y eut un premier geste, un premier objet, un autorail, le transsaharien, celui de la ligne rêvée Alger-Tombouctou, cette liaison que la France de l'époque avait imaginée à travers le désert, ce chemin de fer fantasmé qui devait relier la Méditerranée au cœur de l'Afrique. Huard le fabriqua en tôle lithographiée, avant 1949, et ce premier train était mu par un simple élastique. Un élastique. On l'armait, on le posait, il avançait quelques mètres, puis s'arrêtait. C'était presque naïf. C'était presque un jouet de foire, de ceux qu'on gagnait à la loterie du dimanche. Mais le geste fondateur était là, tout entier. Un homme du Jura venait de fabriquer un train pour les enfants de France. Il faut imaginer ce que représentait un tel pari dans la France de l'après-guerre. Le pays sortait exsangue de l'occupation. Les matières premières manquaient. L'acier partait vers la reconstruction.
vers les ponts détruits, les voies à relever, les usines à rebâtir. Le charbon était rationné. Et voilà qu'un artisan jurassien décidait de consacrer son talent non pas à l'utile, non pas au strictement nécessaire, mais au rêve, au train miniature, à l'objet de désir posé sous le sapin. C'était un pari sur l'avenir, un pari sur le fait que la France, bientôt, aurait de nouveau les moyens de rêver, et que les parents, dès qu'ils le pourraient, voudraient offrir à leurs enfants autre chose que le nécessaire. Éhuard fit alors le choix qui allait tout déterminer. Un choix technique, en apparence modeste, mais dont découlerait toute la fortune de la maison. Vers 1950, alors que la plupart de ses concurrents produisaient au 43e, l'échelle haut, celle des trains lourds, encombrants, chers, qu'il fallait poser sur un plancher entier, Huard choisit le HO, le demi-haut, l'échelle au 87e, la miniature accessible, le train qui tenait sur une table de salle à manger, le train qu'une famille modeste pouvait s'offrir, agrandir un peu chaque année et transmettre. Ce choix-là, c'était le choix de la démocratie. Le train pour tous, et non le train pour quelques-uns. Le petit format qui allait permettre à un ouvrier, à un employé de la poste, à un instituteur de campagne, d'offrir à son fils ce qui jusque-là était réservé aux enfants de la bourgeoisie. L'homme qui moulait des cuillères en plastique dans le Jura venait de comprendre, avant beaucoup d'autres, que l'avenir du jouet ferroviaire n'était pas dans le luxe, mais dans le nombre. Non pas quelques beaux trains chers pour quelques privilégiés, mais des millions de trains abordables pour tout un pays. Retenez cette image, car elle contient toute l'ironie de ce qui va suivre. Le même homme qui moulait des cuillères donnerait, 30 ans plus tard, à des millions d'enfants français leur premier train. Et, plus tard encore, la miniature du TGV, le symbole même du triomphe technologique national. Le plastique, chez lui, ne fut jamais une déchéance. Il fut une promesse. La promesse que la fierté ferroviaire de la France pourrait tenir dans les mains d'un enfant, pour le prix que ses parents pouvaient payer. Chapitre 2. Le pari du petit format. Le pari du HO, il fallait maintenant le tenir. Et pour le tenir, Jouef allait devoir se transformer. Passer de l'atelier à l'industrie, de l'artisanat de la tôle à la production de masse du plastique. En 1952, la gamme se structurait. Il y avait désormais des voies en tôle lithographiée, des voitures à 2 essieux, première classe en rouge, seconde classe en bleu, comme dans la vraie vie de la SNCF. Et une locomotive à vapeur mécanique au nom qui claquait, la Diabolique. On était encore, pour beaucoup, dans le monde de la tôle et du mécanisme, dans l'héritage du jouet d'avant-guerre. Des pièces embouties, peintes par impression, remontées à la main. Mais la bascule approchait, et elle allait tout emporter. Elle eut lieu en 1954. Cette année-là, Jouef passa à l'injection plastique pour ses wagons de marchandises à bas coût. C'est ici, retenez bien cette date car elle défait à elle seule toute la légende du plastique bon marché venu tout gâcher dans les années 80, c'est ici, en 1954, que le plastique devint le cœur du produit Jouef. Non pas 30 ans plus tard, non pas en secret un soir pour rogner les coups sur le dos des enfants, mais au grand jour, dès le milieu des années 50, comme fondement même de la stratégie industrielle de la maison. Le plastique injecté, c'était le moyen de produire vite, de produire beaucoup, de produire pour pas cher. C'était le moyen de tenir le pari du petit format accessible. Il n'y a jamais eu, chez Jouef, d'âge du laiton perdu. Il y a eu, dès l'origine, le choix assumé du plastique. Puis vint le jalon décisif. 1955, la première locomotive électrique de Jouef, la BB 9003 de la SNCF. Elle fut presque aussitôt remplacée par la BB 9004, et cette substitution-là raconte une histoire magnifique. Car à la toute fin du mois de mars 1955, dans les Landes, sur une longue ligne droite du sud-ouest, une locomotive électrique de la SNCF avait battu le record du monde de vitesse sur rail. 331 km/h. 331. Un chiffre qui, à l'époque, tenait du prodige, presque de l'irréel.
On raconte que les rails se déformèrent sous la vitesse, que la caténaire dansa. La France, 10 ans seulement après la guerre, roulait plus vite que n'importe quel pays au monde. Elle n'était plus le pays vaincu de 1940. Elle était de nouveau une nation qui repoussait les limites. Et Joueff, dans son atelier du Jura, mit ce prodige entre les mains des enfants. La locomotive du record, en miniature, au 87e, sur la table de la salle à manger. Il y avait là quelque chose de profond. Le jouet ne se contentait pas d'amuser, il faisait rêver l'enfant à la puissance de son propre pays. Ces modèles étaient équipés du fameux moteur qu'on surnommait le saucisson, un moteur cylindrique, rustique, logé dans la locomotive comme une charcuterie dans son boyau. Le mot fait sourire aujourd'hui. À l'époque, il désignait le cœur battant de ces premières motrices électriques, la petite mécanique vrombissante qui faisait avancer le rêve. Le coffret Sud-Express fit le reste. C'est lui qui lança véritablement le train électrique dans les foyers français. Une boîte, une locomotive, des voitures, un ovale de rail, un transformateur. Tout ce qu'il fallait pour qu'un dimanche d'hiver, un père et un fils s'agenouillent ensemble sur le tapis et regardent tourner leur premier train. Il n'y avait plus besoin d'être ingénieur ni fortuné. Il suffisait d'ouvrir la boîte, le rêve devenait accessible. Le rêve tenait dans un carton illustré. En 1956 arriva une autre pièce, plus modeste en apparence, mais dont le destin dépasse l'entendement. Une petite locomotive tender, une 040, portant le numéro 708. Rien de spectaculaire. Une petite machine de manœuvre, comme on en voyait dans toutes les gares de marchandises de France, à pousser des wagons sur les voies de garage. Mais cette petite 708 allait être produite, sur 40 ans, à plus de 2 millions d'exemplaires. 2 millions. Songez à ce que cela signifie pour un atelier de moyenne montagne. 2 millions de fois, les moules se sont refermés sur cette même petite locomotive. 2 millions de fois, elle est sortie des presses de Champagnole pour aller vivre sur un réseau, quelque part, dans une chambre d'enfants française. Une seule référence est le tirage d'un best-seller national. Il s'est vendu, de cette petite locomotive jurassienne, davantage d'exemplaires qu'il n'y a d'habitants dans bien des grandes villes de France. L'entreprise ne s'arrêta pas au rail. En 1963, elle se diversifia dans les circuits routiers électriques. Ces petites voitures qui filaient dans leurs rainures, qu'on pilotait à la poignée, dont on faisait rugir le moteur miniature dans les virages. La gamme s'appelait Record 64. Et là, une chose remarquable se produisit, une chose qui dit tout du savoir-faire discret de cette maison jurassienne. Joueff vendit ses circuits à l'étranger, mais sous d'autres noms. Au Royaume-Uni, ils étaient commercialisés par Metoy, sous la marque Playcraft. En Allemagne, sous licence, on les trouvait sous le nom d'Egger, avec le modèle Silberpfeil, la flèche d'argent. En Espagne aussi, la production jurassienne se diffusait. Voilà l'ironie discrète de l'essor. La marque française exportait son savoir-faire tout en restant invisible. Joueff fabriquait, Joueff concevait, Joueff moulait, mais l'objet parvenait à l'enfant allemand ou britannique sous une étiquette locale. Le Jura irriguait les chambres d'enfants d'Europe sans même y laisser son nom. Il y avait dans cette discrétion quelque chose de très français, et quelque chose aussi de prémonitoire. Un jour, ce serait Joueff lui-même qui disparaîtrait derrière d'autres noms, d'autres pavillons, d'autres drapeaux. Mais on n'en était pas là, on en était à la conquête. Et à la fin des années 50, le pari du petit format était gagné. Joueff n'était plus un atelier, c'était une industrie. Une industrie qui, bientôt, allait devenir le leader incontesté du train miniature en France. Chapitre 3. L'odeur du plastique chaud. Pour comprendre ce que Joueff devint dans les années 60 et 70, il faut franchir les portes de l'usine de Champagnole. Il faut entrer dans l'atelier. La première chose qui vous prenait, c'était l'odeur. Cette odeur de plastique chaud sortant des presses à injection. Une odeur douce et chimique à la fois, un peu écœurante pour qui n'y était pas habitué, familière et presque rassurante pour ceux qui vivaient là leur journée. Elle imprégnait les vêtements, les cheveux, la peau. Les ouvrières de Champagnole la portaient sur elles jusque chez elles, le soir, dans les rues de la petite ville. On reconnaissait, disait-on, ceux qui faisaient Joueff à cette odeur qu'ils traînaient après eux,
comme le mineur trêle le charbon et le boulanger la farine. Ensuite venait le bruit, le claquement rythmé des moules, ce choc mat et régulier des presses qui se refermaient, s'ouvraient, libéraient la pièce, se refermaient encore. Un rythme d'usine, lancinant, qui donnait la mesure des journées. À côté, les granulés de plastique tombaient dans les trémies avec un bruissement de grêle. La matière fondait, était injectée sous pression dans l'acier des moules, refroidissait en quelques secondes, et la pièce tombait, encore tiède, dans son bac. Car partout, il y avait les bacs. Des bacs de pièces fraîchement moulées, oranges, blanches, grises. Des caisses entières de bogies, de flancs de wagons, de toits, de châssis, attendant l'assemblage. La matière première de 2 millions de rêves, empilés sous les néons du Jura. Et puis il y avait les mains, car le train Jouef, aussi industriel fût-il, ne sortait pas achevé des presses. La presse crachait des pièces brutes, il fallait ensuite les ébavurer, les décorer, les assembler. Il fallait clipser les pantographes, monter les bogies sous les caisses, poser les mains courantes, ces fines rambardes le long des toits de voiture, si délicates qu'un geste trop appuyé les brisait. Ce travail minutieux, ce travail de patience et de doigté, reposait très largement sur une main-d'œuvre féminine. Les femmes de Champagnole et des villages alentours, assises aux chaînes d'assemblage, montaient une à une les dizaines de petites pièces qui feraient d'un moulage brut une locomotive fidèle. C'étaient leurs doigts qui donnaient vie au produit. Il faut le dire, et le dire nettement, parce que ces femmes n'en laissaient que peu de traces dans les archives publiques, alors qu'elles étaient au cœur même de la fabrication. Sans les monteuses de Champagnole, il n'y avait pas de train Jouef. Imaginez l'une d'elles. Une femme du Jura, entrée à l'usine à 18 ans, comme sa mère peut-être avant elle. Elle connaît chaque geste par cœur. Le pantographe qui vient se loger sur le toit d'un quart de tour. Le bogie qui se clipse avec ce petit bruit sec qu'elle pourrait reconnaître les yeux fermés. Ses mains vont vite, très vite, parce que la cadence l'exige. Mais elle ne se trompe pas. À la fin de la journée, elle aura monté des centaines de pièces, et chacune sera partie, quelque part en France, vivre sous un sapin de Noël. Elle ne verra jamais l'enfant qui déballera son travail. Mais c'est elle, et ses semblables, qui auront mis le rêve dans la boîte. Autour d'elle, le contremaître veillait au rythme et à la qualité, arpentant les allées, l'œil sur les cadences et sur les rebuts. Le mouliste, lui, régnait sur les moules, ces outils d'acier précieux, usinés au centième de millimètre, dont dépendait la finesse de chaque pièce. Le mouliste était l'aristocrate discret de l'atelier. C'était son savoir-faire qui déterminait si la locomotive aurait des rivets nets ou flous, des lignes franches ou molles, une allure de vrai modèle ou de vague jouet. Dans une entreprise de moulage, l'homme qui fait les moules tient entre ses mains la réputation de toute la maison. Un bon moule pouvait servir des décennies et sortir des centaines de milliers de pièces impeccables. Un moule mal conçu condamnait un modèle entier à la médiocrité. Le savoir-faire de Champagnole, justement, ne cessa de monter en puissance au fil de ces années. Il suffit de comparer 2 locomotives à vapeur emblématiques pour le mesurer. La première Pacifique de Jouef, la 231C, sortie en 1960. La seconde, la 231K, en 1973. Entre les deux, 13 ans, et un monde de différence. On était passé du vieux moteur saucisson au moteur M25 à 5 pôles, plus souple, plus régulier, plus silencieux. On avait installé le moteur dans le tender, cette remorque à charbon derrière la locomotive, pour libérer la chaudière et affiner la silhouette. On avait multiplié les pièces rapportées, les détails, les tuyauteries, les leviers. La 231K de 1973 était une petite merveille de finesse comparée à son aîné de 1960. En 13 ans, l'atelier jurassien avait appris à faire chanter le plastique. Et pourtant, l'honnêteté commande de le dire car ce sera au cœur de notre histoire, la finesse d'aspect ne garantissait pas toujours la qualité de fonctionnement.
C'était le grief ancien, constant, jamais tout à fait résolu, qui accompagna Jouef tout au long de sa vie. De beaux modèles, un aspect toujours plus soigné, mais un roulement parfois capricieux, une mécanique parfois décevante, un engrenage parfois trop juste. Ce n'était pas une dérive des années 80, ce n'était pas un scandale caché, c'était une caractéristique de la maison depuis toujours, inscrite dans son choix fondateur. Privilégier le prix et l'apparence, quitte à transiger sur la mécanique. Le collectionneur qui, aujourd'hui, rouvre une boîte Jouef le sait bien. Il a entre les mains un objet qui flatte l'œil, davantage qu'il ne rassure la main. Et il l'aime quand même. Peut-être même l'aime-t-il pour cela. À son apogée, dans les années 70, ce dispositif industriel avait pris une ampleur considérable. Les sources des passionnés, qu'il faut citer ici avec prudence car elles ne sont pas toujours officielles, évoquent plus de 1000 salariés répartis sur 5 usines dans le Jura. Plus de 1000 personnes dans cette moyenne montagne vivant du train miniature. 5 sites. Une petite ville jurassienne devenue capitale française du modélisme ferroviaire. Quand on connaît Champagnole, quand on connaît l'échelle de ces bourgs de montagne où l'hiver est long, où le travail est rare, où chaque emploi compte double, on mesure ce que représentait une telle concentration. Jouef n'était pas seulement une usine à Champagnole, Jouef était le poumon de Champagnole. Dehors, le Jura suivait son rythme immuable. La moyenne montagne, le froid vif de l'hiver, la neige qui tenait des semaines, les forêts de sapins qui cernaient la ville et montaient à l'assaut des crêtes. Et dans ce décor de comtés et de sapinières, l'usine tournait, jour après jour, sortant de ses presses les petites locomotives orange et vertes qui iraient peupler les rêves de toute une nation. L'odeur du plastique chaud, le claquement des moules, les mains des monteuses, voilà ce qu'était l'âge d'or de Jouef. Non pas une abstraction, non pas une courbe de vente sur un graphique, mais un lieu, une odeur, un bruit, et des femmes penchées sur l'établi. Chapitre 4. Le train sous le sapin. Mais l'usine n'était que la moitié de l'histoire. L'autre moitié se jouait ailleurs, dans les salles à manger, sous les sapins de Noël, sur les tapis des chambres d'enfants, partout en France. Car dans les années 60 et 70, Jouef était devenu bien davantage qu'un fabricant. Jouef était le leader incontesté du train miniature français. Et surtout, Jouef était devenu synonyme de la SNCF elle-même, en miniature. Les grandes locomotives du réseau national, celles qui tractaient les express et faisaient la fierté des cheminots, Jouef les reproduisait pour les enfants. La BB 9200, celle du Capitole, ce train rapide et prestigieux qui filait entre Paris et Toulouse en livrée rouge grenin, la CC 6500, ces grandes machines élégantes qui menaient les rapides du Sud-Est, la Pacifique 231K, reine de la vapeur, la locomotive des trains de légende. Le catalogue Jouef était une SNCF de poche, une France ferroviaire réduite au 87e et distribuée dans tous les foyers. Il faut mesurer ce que cela signifiait. Pour des millions d'enfants français, le premier contact avec l'univers du chemin de fer ne se fit pas sur un quai de gare, mais sur un tapis de salon, avec un train Jouef. C'est Jouef qui leur apprit ce qu'était une locomotive, un wagon, un aiguillage, un dépôt. C'est Jouef qui leur enseigna que les voitures de première étaient d'une couleur et celles de seconde d'une autre. C'est Jouef qui leur mit dans la tête, sans qu'ils s'en aperçoivent, toute la grammaire du rail français. Le sémaphore, le passage à niveau, la plaque tournante, le triage. Une génération entière apprit la France ferroviaire par le jouet avant de la connaître par le voyage. Le petit garçon qui plus tard prendrait le train pour la première fois reconnaîtrait sur le quai les formes qu'il avait fait rouler sur la table de sa mère. Et il y avait ce rituel, ce moment précis que tant de Français portent encore en eux, le train sous le sapin. Le coffret Jouef qu'on trouvait au matin de Noël, dans son emballage aux couleurs vives. La joie de soulever le couvercle, de découvrir la locomotive calée dans son logement de carton, les rails encore emballés, le transformateur, la notice.
L'installation du réseau sur la table de la salle à manger, ce dimanche-là et tous les dimanches suivants. Et surtout, ce lien particulier, cette passion partagée entre le père et le fils. Les archives des collectionneurs en débordent de ce motif-là. Le père qui souvent s'amusait autant que l'enfant, sinon davantage. Le père qui ajoutait un aiguillage, une voiture, une gare de carton, année après année, jusqu'à ce que le réseau finisse par occuper le grenier tout entier. Le réseau qui grandissait avec le fils. Le train Jouef n'était pas seulement un jouet d'enfant. C'était un territoire de rencontre entre les générations, un langage commun entre un homme et son garçon, à une époque où ces hommes-là ne savaient pas toujours dire leur tendresse autrement qu'en s'agenouillant, ensemble, devant un train qui tournait. Pendant ce temps, à Champagnole, la ville et l'usine ne faisaient plus qu'un. Champagnole était Jouef, et Jouef était Champagnole. Les familles de la ville comptaient, presque toutes, quelqu'un qui faisait Jouef. Une mère à l'assemblage, un père à l'injection, une tante au conditionnement, un cousin au magasin. L'usine cadençait la vie de la commune. Elle était l'employeur, le repère, la fierté. On y entrait jeune, souvent, et l'on y faisait carrière. On s'y connaissait tous. Une petite ville du Jura fabriquait les trains de toute la France, et le savait, et en tirait une légitime fierté. Dans les cafés du centre, on parlait des nouveaux modèles comme ailleurs on parlait de la récolte ou du marché. Cette fierté-là ne s'est jamais complètement éteinte. Aujourd'hui encore, à Champagnole, une association de passionnés, Jouef 39, du numéro du département, le Jura, perpétue la mémoire de la marque. Elle organise un salon dans la ville, présenté comme le berceau historique de Jouef. Nous y reviendrons, car il y a quelque chose de bouleversant dans le fait que ce soit désormais des bénévoles, et non plus une usine, qui fasse vivre le nom dans la ville qui l'a vu naître. Mais gardons cela pour la fin. Pour l'instant, nous sommes encore dans l'âge d'or, et l'âge d'or ne demande qu'à durer. Car voyez ce qu'était devenue cette maison. Partie d'un atelier où l'on moulait des cuillères, elle avait fini par mouler la fierté ferroviaire d'une nation. La même entreprise qui vendait des penny toys pour quelques sous équipait maintenant les chambres de toute la France et apprenait à une génération ce qu'était un train. Il n'y a pas de plus belle trajectoire industrielle. Un homme, une idée, un petit format, et voilà tout un pays qui joue au train grâce au Jura. Et pourtant, au moment même où Jouef atteignait ce sommet, au moment où la marque s'apprêtait à mettre entre les mains des enfants l'objet le plus glorieux de toute son histoire, la miniature du train le plus moderne du monde, l'entreprise, elle, avait déjà commencé à glisser. Le sommet du produit et le début de la chute de la maison allaient coïncider. C'est là toute la tragédie qui nous attend. Chapitre 5. La miniature du futur. Au tournant des années 80, Jouef sortit le modèle qui allait devenir son emblème, et le nôtre, la rame TGV Sud-Est, au 87e. Il faut se souvenir de ce qu'était le TGV pour la France de cette époque. Le vrai TGV Sud-Est entra en service en 1981 sur la ligne Paris-Lyon. C'était l'événement. Le train le plus rapide du monde, orange vif, filant à travers la campagne à des vitesses qu'aucun train de voyageurs n'avait jamais atteintes en service commercial. Le TGV, c'était la renaissance technologique française faite train. C'était la preuve, éclatante, que la France savait encore concevoir, construire, innover, qu'elle n'était pas condamnée au déclin. C'était la fierté nationale sur rail, célébrée à la une des journaux, saluée par les responsables politiques de tous bords. Et Jouef mit ce triomphe entre les mains des enfants français. La rame miniature reprenait la livrée du vrai, l'orange caractéristique, les bandes blanches, le toit gris. La motrice mesurait environ 25,5 cm. Au moment même où le vrai TGV entrait en service, l'enfant français pouvait poser sur ses rails la reproduction du train qui faisait la une des journaux, du train dont son père parlait avec fierté, du train qui incarnait l'avenir. Le jouet et l'événement national coïncidaient parfaitement. Jouef offrait à la France la miniature de son propre futur, à l'instant précis où ce futur devenait réel. Aucune marque,
aucun jouet n'avait jamais collé d'aussi près à un moment de fierté collective. Le succès dépassa les frontières. En 1985, les coffrets TGV de Jouef furent même commercialisés aux États-Unis par la firme Bachmann. Le train français, fabriqué dans le Jura, traversait l'Atlantique. La petite ville de Champagnole exportait jusqu'en Amérique la miniature de la fierté française. Il faut être honnête pourtant, car ce scénario ne ment jamais sur la qualité du produit. Le TGV Champagnole, de l'aveu même des collectionneurs qui l'aiment, était loin d'être au top. Ses anneaux d'intercirculation, ses soufflets entre les voitures, étaient fantaisistes, peu fidèles au réel. Sa finition restait inférieure à celle de la version que produirait plus tard l'italien Lima. Ce n'était pas le modèle le plus abouti techniquement. Ce n'était pas le plus fidèle. Et pourtant, beaucoup l'ont gardé. Beaucoup le gardent encore. Non pas malgré ses défauts, mais avec eux. Pour le cœur, disent-ils, parce qu'il vient de Champagnole. Il y a là un paradoxe précieux, un de ces paradoxes qui disent la vérité d'une émotion. L'objet est imparfait et l'attachement est immense. On ne garde pas ce TGV parce qu'il est le meilleur. On le garde parce qu'il est le nôtre. Parce qu'il est sorti d'une usine française, dans une ville française, des mains de femmes françaises. Parce qu'il porte, dans son plastique orange un peu approximatif, quelque chose que les versions ultérieures, plus fidèles, n'auront jamais. L'âme du lieu qui l'a fabriqué. Mais voici le détail qui donne à ce chapitre son poids véritable, l'ironie dramatique au cœur de toute cette histoire. Au moment précis où Jouef fabriquait la miniature du train le plus moderne du monde, l'objet même de la renaissance industrielle française, le symbole du futur, l'entreprise qui le produisait avait déjà été avalée. Déjà intégrée à un conglomérat en difficulté. Déjà engagée sur la pente qui la conduirait, faillite après faillite, à la liquidation. Songez à cette coïncidence. Songez à ce qu'elle a de cruel. Le modèle du futur, fabriqué par une maison qu'on était déjà en train de démonter. Le symbole du triomphe français, moulé dans une entreprise qui glissait hors des mains françaises. Pendant que l'enfant, sur le tapis du salon, faisait rouler son TGV orange et rêvait de vitesse et de modernité, les propriétaires de l'usine, eux, dans des bureaux loin du Jura, comptaient déjà les pertes et cherchaient déjà la sortie. C'était l'apogée, le point le plus haut. La marque qui avait appris à la France entière ce qu'était un train venait de lui offrir la miniature de sa plus grande fierté ferroviaire. Mais derrière ce sommet, le monde était déjà en train de changer. Le conglomérat qui possédait désormais Jouef vacillait. Et personne, parmi les enfants qui déballaient leur TGV ce Noël-là, ne pouvait entendre le bruit que faisait, très loin d'eux, une entreprise en train de commencer à mourir. Chapitre 6. Les premières fissures. Pour comprendre comment Jouef a commencé à mourir, il faut remonter à 1972. Cette année-là, discrètement, sans que les enfants qui jouaient au train s'en aperçoivent, l'entreprise changea de main. Georges Huard n'était plus seul maître à bord. Jouef fut intégré à un ensemble plus vaste, un groupe qui portait, ironie de l'histoire, le nom même que l'entreprise avait abandonné 20 ans plus tôt, le Jouet français. Ce conglomérat rassemblait de grands noms du jouet et du modélisme hexagonal. Aux côtés de Jouef, on y trouvait Solido, le fabricant de voitures miniatures en métal, Heller, le spécialiste des maquettes à monter, de Lacoste. L'idée, sur le papier, était de son temps. Les années 70 étaient l'âge de la concentration industrielle, en France comme ailleurs. On croyait dur comme fer qu'en réunissant les marques sous un même toit, on les protégerait des tempêtes. On mutualiserait les usines, les réseaux commerciaux, la publicité. La petite entreprise isolée était réputée fragile, le grand groupe réputé solide. C'était la doctrine du moment. Réunir les forces, peser plus lourd, atteindre la taille critique. Sur le papier, cela ressemblait à une assurance-vie. Dans la réalité, l'assurance-vie devint un piège. Car lorsqu'un conglomérat s'effondre, il n'entraîne pas une marque dans sa chute, il les entraîne toutes. Le Jouet français entra en liquidation à la fin des années 70. Le jugement tomba en 1981. Et alors se produisit ce qui se produit toujours dans ces cas-là, le dépeçage. Les marques furent vendues à la découpe, chacune à un repreneur différent, comme les meubles d'une maison qu'on liquide.
Majorette récupéra Solido, Vullière me prit Delacoste, Borden se saisit de Heller. Le grand ensemble qui devait protéger ces marques les avait, en s'écroulant, éparpillées aux quatre vents. Chacune repartit seule, orpheline, chez un nouveau propriétaire qui n'avait pas grandi avec elle. Restait Jouef. Le train de Champagnole fut repris par une filiale du groupe CJ, la Compagnie Générale du Jouet, par l'intermédiaire de Joustra, le fabricant de jouets strasbourgeois. Une marque du Jura, désormais rattachée à un groupe dont le centre de décision se trouvait ailleurs, entre les mains de gens qui n'avaient jamais senti l'odeur du plastique chaud dans les ateliers de Champagnole. C'était la première fois que l'avenir de l'usine se décidait loin de la ville. Ce ne serait pas la dernière. C'était le début d'un exil de la décision, ce lent éloignement du pouvoir hors du lieu où se faisait le travail, qui allait devenir le fil rouge de toute la fin de l'histoire. Pendant que la propriété changeait ainsi de main, le monde extérieur lui aussi se transformait, et pas en faveur de Jouef. Au début des années 80, une concurrence nouvelle montait, d'une nature que Jouef n'avait jamais affrontée. Ce n'était plus un autre fabricant de trains. C'était une autre manière de jouer, tout entière. Le jeu vidéo arrivait dans les foyers. Le jouet électronique clignotait sur les étagères des grands magasins. L'enfant qui, hier, s'agenouillait devant un réseau de rails, commençait à s'asseoir devant un écran. Le circuit cédait la place à la console. Et cette bascule frappait Jouef au cœur même de ce qui l'avait fait vivre. Car le train miniature n'était pas un jouet d'instant. C'était un jouet de patience, de construction, de durée. Il exigeait qu'un père et un fils s'installent, montent, agrandissent, recommencent le dimanche suivant. Il reposait sur un certain rythme de la vie familiale, sur un certain rapport au temps. Quand ce rythme changea, quand les loisirs devinrent plus rapides, plus solitaires, plus électroniques, le marché du modélisme, qui avait paru inépuisable, se mit à rétrécir. Ce n'était pas propre à Jouef. Mais Jouef, leader d'un marché qui se contractait, en subissait le contre-coup de plein fouet. Et puis il y eut les fautes propres à la maison, ces décisions qui, avec le recul, ressemblent à des répétitions générales de la catastrophe finale. La première fut irlandaise. À la fin des années 70, Jouef ouvrit une usine à Limerick, en Irlande. L'idée était déjà celle qui entrait l'entreprise jusqu'au bout. Produire ailleurs, produire moins cher. L'usine irlandaise ouvrit vers 1979. Elle ferma peu après, autour de 1981. Une délocalisation ratée, avant même que le mot ne devienne d'usage courant. Arrêtons-nous un instant sur ce fait, car il est riche d'enseignements. Dès 1981, l'entreprise française qui venait tout juste d'ouvrir une usine en Irlande la referme déjà. La question « où fabriquer ?», cette question qui finira par tuer Champagnole, hante donc Jouef 20 ans avant la fermeture définitive. L'obsession du coût de production, la tentation de l'ailleurs, l'idée qu'on pourrait faire les mêmes trains pour moins cher sous d'autres cieux, tout cela est déjà là, en germe, au tournant des années 80. L'usine de Champagnole ne le savait pas encore, mais elle avait déjà, quelque part dans les intentions de ses dirigeants, un rival, un ailleurs, moins cher qu'elle-même. La seconde faute fut anglaise. Jouef se mit à importer des kits en métal blanc de la marque britannique Kaiser, des modèles à monter soi-même, dans ce métal grisâtre et lourd, aux antipodes du plastique injecté qui était l'âme de la maison. L'aventure tourna mal. La qualité déçut, la réputation en souffrit, et la commercialisation fut arrêtée en mars 1984. Une diversification de plus qui n'apportait rien, sinon la confirmation que la maison cherchait sa voie sans la trouver, qu'elle tâtonnait, qu'elle s'éparpillait au lieu de se concentrer sur ce qu'elle savait faire. Voilà donc l'état de Jouef au milieu des années 80. Une marque toujours aimée, toujours présente sous les sapins, toujours associée au TGV et à la fierté nationale. Mais une entreprise ballottée d'un propriétaire à l'autre, cernée par une concurrence d'un genre nouveau qu'elle ne savait pas combattre, et déjà tentée par le mirage de la production à bas coût. Les fissures étaient là. Fines encore, presque invisibles pour le grand public qui continuait d'acheter des trains. Mais elles couraient déjà dans les fondations. Chapitre 7. 3 faillites en 20 ans. Ce qui suit est une histoire de faillite. 3 en l'espace de 20 ans. Et à chaque faillite,
la décision sur l'avenir de Champagnole s'éloignait un peu plus des mains qui fabriquaient les trains. La première décision fatale porte un nom de groupe, le CJ. Après la chute du Jouet français, c'est lui qui avait recueilli Jouef. Sur le papier, encore une fois, l'affaire tenait debout. Le CJ diversifia la production, des voitures miniatures au 43e et au 18e, du radiocommandé. Il mena une politique commerciale ambitieuse, tournée vers l'international, nouant des partenariats avec les grands noms du modélisme mondial, avec l'américain Bachmann, avec l'autrichien Lilliput, avec l'italien Rivarossi, avec l'espagnol Ibertren, avec l'italien Lima. Jouef échangeait des modèles, distribuait sous licence les productions des autres, laissait les autres distribuer les siennes. C'était l'époque des accords croisés, où chaque marque vendait un peu des autres sur son propre marché. Cela donnait l'illusion du mouvement, de la vitalité, de la stratégie. Mais un accord de distribution n'est pas une santé financière. Et ce n'était qu'un sursis, pas une guérison. Car en 1986, le CJ fit faillite à son tour. La deuxième chute en 5 ans. Jouef, une fois de plus, se retrouva orphelin à reprendre. Cette fois, ce furent des repreneurs indépendants qui se manifestèrent, parmi lesquels un homme du nom de Jacques Barré. Des repreneurs français, décidés à sauver la marque, à la maintenir en vie par leurs propres moyens, sans le parapluie, devenu piège, d'un grand groupe. Pendant quelques années, ils y parvinrent. Le nom survécut. Les trains continuèrent de sortir de Champagnole. Il faut leur rendre cet hommage. Ils ont acheté à Jouef une décennie de vie supplémentaire. Comptez pourtant. 1981, liquidation du Jouet français. 1986, faillite du CJ. Le mot faillite revenait, lancinant, comme une horloge qui sonne le malheur à intervalles réguliers. Et chaque fois, une part de la stabilité, de la continuité, de l'enracinement jurassien de la marque se perdait. Chaque fois, Jouef repartait avec un nouveau propriétaire, une nouvelle logique, une nouvelle promesse, un nouveau plan de sauvetage. Il y a une usure propre à ces reprises successives. Une entreprise qui change sans cesse de main perd sa mémoire, perd ses repères, perd cette lente accumulation de savoir et de confiance qui fait la solidité d'une maison. Chaque reprise sauve l'entreprise à court terme et l'affaiblit à long terme. On la maintient en vie, mais on l'épuise. La deuxième grande décision fatale arriva à la fin de l'année 1995. Nouvelle faillite, la troisième. Les repreneurs indépendants n'avaient pas suffi, la marque tomba de nouveau. Et c'est là qu'intervint le tournant décisif, celui après lequel plus rien ne serait vraiment français. En 1996, Jouef fut racheté par l'italien Rivarossi. Il faut comprendre qui était Rivarossi à ce moment-là. Ce n'était pas un petit atelier familial. C'était un groupe qui, année après année, avait entrepris de rassembler sous son nom les grands fabricants de trains miniatures d'Europe. Il avait racheté Lima, l'autre géant italien, en 1992. Il avait pris Arnold, l'allemand, en 1995. Il possédait déjà Rivarossi et Pochet. Et voilà qu'il ajoutait Jouef à sa collection. C'était un conglomérat construit par accumulation, déjà lourd de marques, déjà lourd, sans doute, de la dette qu'exigent de tels rachats en série. Et c'est là le danger de ces empires bâtis par absorption successive. Chaque marque avalée doit être payée, financée, intégrée. Et quand le tout devient trop lourd, ce sont les maillons les plus coûteux à faire tourner que l'on sacrifie en premier. Champagnole, avec ses salaires européens et son outil vieillissant, était un maillon coûteux. Dans un premier temps, pourtant, la production resta en France. À Champagnole, les chaînes continuèrent de tourner. Mais quelque chose d'essentiel avait basculé, quelque chose qui ne se voyait pas sur les boîtes, mais qui déterminait tout. La propriété d'une institution française était désormais italienne. La décision sur l'avenir de l'usine, sur la vie des salariés de Champagnole, sur le sort de 50 ans de savoir-faire jurassien, se prenait maintenant à l'étranger. Dans un bureau italien. Loin, très loin, du claquement des moules et de l'odeur du plastique chaud. L'exil de la décision, commencé en 1972 quand le pouvoir avait quitté Champagnole pour un groupe français, franchissait maintenant une frontière.
C'est le point clé de toute cette histoire, et il faut le dire avec netteté, sans colère, mais sans détour. Ce ne sont pas des pignons fendus qui allaient fermer Champagnole. Ce n'est pas un scandale de qualité, ce n'est pas la trahison du plastique bon marché. La casse des engrenages, ce grief réel mais ancien, ce module de denture que Jouef avait toujours calculé un peu trop juste, ce plastique qui se fend avec les décennies, tout cela est vrai, tout cela est documenté par les collectionneurs, mais tout cela traversait la vie entière de la marque, des locomotives de Champagnole jusqu'aux modèles bien plus tardifs fabriqués en Chine. Un défaut qui existe du début à la fin ne peut pas être la cause d'une mort survenue à un moment précis. Ce qui a tué l'usine, ce n'est pas un pignon. C'est l'arithmétique. Le calcul froid d'un groupe étranger surendetté pour qui Champagnole n'était qu'une ligne dans un tableau, une charge à comparer à d'autres, un coup dont on pouvait se défaire. Chapitre 8. Le jour où les moules sont partis. Le 1er juin 2001, la décision tomba. Le groupe, entre-temps, avait encore changé de forme et de nom. Rivarossi était devenu Lima Espa, puis s'était mué en une entité au nom froid, presque anonyme, Idées Commerciali 2. Des idées commerciales. C'est sous ce nom que fut annoncée la fermeture définitive de l'usine historique de Champagnole. Prenez la mesure de ce nom. L'usine où Georges Huard avait moulé ses premiers trains, où 2 millions de petites locomotives 708 étaient nées, où des femmes du Jura avaient monté à la main la fierté ferroviaire de la France. Cette usine-là fut fermée par une entité appelée Idées Commerciales 2. Pas même un nom propre, pas même un nom d'homme ou de lieu, un numéro accolé à une abstraction. Il n'y a rien à ajouter. Le contraste dit tout. D'un côté, le jouet français, de l'autre, Idées Commerciales 2. Entre ces deux noms tient toute l'histoire de ce qui a été perdu. L'annonce, c'était le 1er juin. La réalité humaine, elle, tomba en septembre. L'usine ferma. Les 58 derniers salariés perdirent leur emploi. 58. Souvenez-vous, ils avaient été plus de 1000 sur 5 sites à l'apogée. Il n'en restait plus que 58 à éteindre les lumières. Ce chiffre, à lui seul, mesure tout ce qui avait déjà été perdu, silencieusement, année après année, reprise après reprise, avant même cette dernière perte. On ne licencie pas 1000 personnes en septembre 2001. On en licencie 58. Parce que les 940 autres étaient déjà partis, un à un, au fil des plans, des réductions, des départs qu'on ne remplaçait pas. La fermeture de 2001 ne fut que le dernier acte d'une longue soustraction. Puis vinrent les camions. L'outil industriel fut démonté. Les presses, les machines et surtout les moules. Ces moules d'acier que le mouliste avait usinés au centième, cette mémoire matérielle de 50 ans de modèle, ces matrices d'où étaient sorties des millions de locomotives, furent chargées et expédiées. Direction l'Italie. Peut-être ensuite, plus loin encore vers l'Est. On chargea sur des camions les moules de 50 ans de trains français et on les emmena. Imaginez la scène. Imaginez le mouliste, ou ce qu'il en restait, regardant partir les moules qu'il avait faits, qu'il avait entretenus, qu'il connaissait comme on connaît son propre outil, du bout des doigts. Imaginez les dernières monteuses, regardant se vider l'atelier où elles avaient passé leur vie, où elles avaient appris tous ces gestes qui ne serviraient plus. Il n'y eut pas de coulée finale, pas de grande cérémonie comme dans les aciéries de Lorraine. Il y eut des caisses, des camions, et le silence qui tombe sur une halle qu'on vide. C'était la fin de la fabrication industrielle du train miniature en France. Non pas un événement spectaculaire, non pas un drame filmé par les télévisions. Un déménagement. La chose la plus banale du monde. Des cartons, un chargement, une route. Pour la fin de quelque chose qui ne reviendrait jamais. Et l'histoire, après le départ des moules, ne fit qu'empirer. Car Jouef, réduit à n'être qu'une marque dans le portefeuille du groupe Lima, fut relégué au bas de gamme, dévalué, mal aimé de ceux-là même qui le possédaient. Les observateurs du modélisme, ceux qui suivaient la marque depuis toujours, virent alors se dérouler ce qu'ils qualifièrent de politique suicidaire. Des hausses de prix injustifiées
qui éloignaient les acheteurs. Des modèles mal choisis, inadaptés à ce que voulait le marché. On cite la BB 13002, produite sans qu'elle réponde à une véritable demande. Et le maintien, coûteux, d'un outil de production européen que le groupe ne parvenait pas à rentabiliser. Les pertes étaient estimées à environ 1 400 000 € par an. Un groupe qui perdait de l'argent, avec une marque qu'il gérait mal, sur un marché qui se rétractait. L'équation n'avait pas de solution. La fin de cette structure vint vite, et elle eut cette cruauté administrative particulière qui frappe les marques mourantes. En juillet 2003, ID Commerciali 2 fut placé en liquidation. Or, et c'est un détail qui dit tout de l'absurdité de la situation, une entreprise en liquidation ne peut plus prendre de commandes. Elle existe encore, son nom figure encore sur les catalogues, mais elle n'a plus le droit de vendre. Les détaillants français qui vivaient en partie du train Jouef se retrouvèrent pendant des mois sans rien à commander, sans rien à recevoir, sans rien à vendre. Le marché fut abandonné, vivant, aux concurrents, qui n'eurent qu'à se baisser pour le ramasser. La marque qui avait régné sur le train miniature français était désormais une coquille en liquidation, incapable même d'honorer la demande de ses propres clients. Elle mourait, non dans un fracas, mais dans l'incapacité bureaucratique de faire encore son métier. Chapitre 9. Une marque sans usine. Ce qui restait de Jouef fut vendu une dernière fois. Fin février 2004, les actionnaires de Lima acceptèrent la cession. L'acquéreur était britannique, Hornby, le grand nom historique du train miniature anglais. Hornby rachetait Lima et Jouef avec pour 8 millions €. L'opération fut confirmée le 16 décembre 2004. Une marque française, née dans le Jura, passait ainsi sous pavillon britannique après être passée sous pavillon italien. La trajectoire était complète, de Champagnole à l'Italie, de l'Italie à l'Angleterre. Chaque étape éloignait un peu plus le nom du lieu qui l'avait fait naître. Et Hornby fit ce que la logique du groupe commandait, ce que toute cette histoire annonçait depuis l'aventure irlandaise de 1979. Au second semestre 2005, la production fut relocalisée en Chine. La marque Jouef survécut, comme nom, comme étiquette sur des boîtes, sur des modèles désormais fabriqués à des milliers de kilomètres du Jura, dans des ateliers chinois. Le nom perdurait. Le lieu, lui, avait disparu. La question « où fabriquer ?» posée pour la première fois 25 ans plus tôt à Limerick, recevait enfin sa réponse définitive. Le plus loin possible. Il y a une justice amère dans ce dénouement. Souvenez-vous du chapitre de l'essor. Souvenez-vous de ces circuits routiers que Jouef vendait à l'étranger sous des noms qui n'étaient pas les siens. Playcraft en Angleterre, Eger en Allemagne. À l'époque, Jouef fabriquait et se cachait derrière d'autres marques. Le savoir-faire était français, le nom était étranger. Désormais, c'était l'inverse, exactement l'inverse. La marque Jouef survivait, mais ce n'était plus Jouef qui fabriquait. Le nom était français, le savoir-faire était ailleurs. Le nom sans l'usine, après l'usine sans le nom. La boucle se refermait, cruellement, sur elle-même. Que reste-t-il alors à Champagnole ? L'usine n'est plus. La production est en Chine. Mais le nom, lui, n'est pas tout à fait mort dans la ville qui l'a vu naître. Une association de passionnés, nous l'avons rencontrée au début de cette histoire, Jouef 39, entretient la mémoire. Elle organise un salon. Elle rappelle que Champagnole fut le berceau. Ce sont désormais des bénévoles qui font vivre le nom, là où autrefois, il y avait plus de 1000 salariés et 5 usines. Non plus une industrie, mais une mémoire. Non plus des chaînes de montage, mais des vitrines et des souvenirs. Non plus des mains qui fabriquent, mais des mains qui conservent. Mettez les deux images côte à côte et laissez le contraste faire son œuvre, sans commentaire. Autrefois, plus de 1000 salariés, 5 usines dans le Jura, la miniature du TGV Made in France sous chaque sapin. Aujourd'hui, la marque existe, la production est en Chine, l'usine n'existe plus. Autrefois,
des moules d'où sortaient 2 millions d'exemplaires d'une seule locomotive. Aujourd'hui, ces mêmes moules chargés sur des camions à destination de l'étranger. Autrefois, le TGV Jouef, symbole du futur français, posé sous le sapin. Aujourd'hui, ce même TGV, objet de collection qu'on garde parce qu'il vient de Champagnole. Chapitre 10. Ce que la boîte orange a gardé. Il reste, quelque part en France, dans le placard d'un homme qui fut un enfant, une boîte orange. Ouvrez-la. À l'intérieur, il y a un train Jouef. Une locomotive, peut-être ce TGV Sud-Est à la livrée orange et blanche. Elle a vieilli. Le plastique a jauni un peu. Et si vous faites tourner un engrenage, il se peut qu'un pignon soit fendu. Fendu non par la trahison d'un industriel, mais par le temps, tout simplement, par ces décennies passées dans le noir du placard, ou par ce module de denture que Jouef avait toujours calculé un peu trop juste. Un défaut qui vient de la conception, pas d'un complot. Un défaut aussi vieux que la marque elle-même, présent dès Champagnole, présent encore sur les modèles chinois. Le pignon fendu n'est pas la marque d'une décadence tardive. Il est, paradoxalement, une signature d'authenticité. L'objet est imparfait. Il l'a toujours été. Ce n'était pas le train le plus fidèle, ni le plus robuste, ni le mieux fini. Les collectionneurs le savent, qui l'aiment quand même, qui le gardent quand même. Mais rouvrez cette boîte, et ce n'est pas le pignon fendu que vous retrouvez d'abord. C'est autre chose. C'est une France qui fabriquait. C'est un père et un fils penchés sur le même réseau, un dimanche d'hiver, sur la table de la salle à manger. C'est une petite ville du Jura qui donnait à tout un pays sa fierté en miniature, qui apprenait à une nation ce qu'était un train. Car voilà ce qu'il faut comprendre au terme de cette histoire. La légende du TGV Jouef n'a pas été tuée par un pignon en plastique. Elle n'a pas été détruite par le plastique bon marché, ce plastique qui fut, dès 1954, non pas sa trahison mais son génie, le moyen même par lequel elle démocratisa le train et le mit à la portée de tous. Le plastique n'a jamais été l'ennemi. Il fut la promesse tenue. Non, la légende a été démantelée autrement, par une cascade de rachats, par un conglomérat qui s'effondre, puis un autre, puis un troisième, par le passage sous pavillon italien, puis britannique, par une décision prise dans un bureau étranger et mesurée en coût de production, par des moules chargés sur des camions. L'ironie centrale, la plus vraie et la plus cruelle, est celle-ci. L'entreprise qui a donné à la France la miniature de son TGV, le symbole même du triomphe technologique national, la preuve que le pays savait encore inventer l'avenir, a été vidée de sa substance et délocalisée au moment précis où elle le fabriquait. Elle mettait le futur entre les mains des enfants, et pendant ce temps, dans des bureaux qu'aucun de ses enfants ne verrait jamais, on démontait son présent. Le bâtiment de Champagnole a changé. L'usine s'est tue. Les moules sont partis. Les 58 derniers sont rentrés chez eux, un jour de septembre 2001, et la chaîne ne les a pas rappelés. Ce qui manque, à Champagnole, ce n'est pas le souvenir de Jouef. Les bénévoles y veillent, fidèlement. Ce qui manque, c'est le travail. Plus d'injections, plus de moulage, plus de ces mains de femmes qui montaient les pantographes un à un dans l'odeur du plastique chaud. Il reste le nom, sur des boîtes venues de Chine. Il reste une association, un salon, une mémoire soigneusement entretenue. Et il reste, dans le placard, la boîte orange. Le train, lui, est resté. Il est là, intact dans ce qu'il portait, entre les mains de l'enfant devenu adulte. C'est l'usine qui est partie.